Que retenir des assises nationales sur le nouveau référentiel de développement? La rencontre qui a pris fin ce 26 mai recommande entre autres la dynamisation des secteurs clés de l'économie dans la mise en œuvre du RND. On en saura davantage avec le ministre de l'économie, des finances et du développement qui est l'invité de ce 20h. Des véhicules à 4 roues d'une autre époque, c'est ce qui vous est proposé comme taxi si vous êtes à Bama. Ces moyens de transport en commun font l'une des particularités de cette commune des Hauts-Bassins. Notre équipe de reportage a embarqué dans ce genre de taxi et le dossier est à suivre dans votre rubrique à une semaine A. L'actualité à l'étranger nous conduira au Mali voisin où le président de la transition et son premier ministre viennent de démissionner. Une démission qui intervient au moment où le médiateur de la CEDEAO est sur place à Bamako pour tenter de trouver une solution au coup de force militaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, les nouvelles du Conseil des ministres de ce 26 mai a retenu de ce rendez-vous de l'exécutif à la réouverture du lycée Nelson Mandela fermé suite aux récentes manifestations des élèves. Le gouvernement annonce également des mesures pour la reprise des cours au profit des élèves en classe d'examen du lycée Philippe Zenda Kabouré. Le point complet avec Moussa Ouedraogo et bienvenue dans ça. Un élève décédé et une vingtaine de blessés suite à l'effondrement d'un bâtiment scolaire lundi dernier à Dandé dans les Hauts-Bassins. À Koudougou dans le centre-ouest, un bâtiment de 3 classes s'est écroulé hier sans faire de victimes. L'on apprend également la chute d'une infrastructure scolaire dans une autre localité du pays. Des effondrements en série qui inquiètent, il faut situer les responsabilités, estime le Conseil des ministres. Dans la commune de Dandé, c'est un bâtiment qui a été construit sur transfert de ressources donc de l'État aux collectivités territoriales en 2013. Et ce bâtiment a été réalisé en 2014-2015 et malheureusement 6 ans après, il s'est effondré et ça nous amène à nous poser beaucoup de questions sur la qualité de la réalisation des infrastructures, mais surtout sur le suivi contrôle de ces infrastructures. Et donc j'ai été instruit donc, de collecter toutes les informations afin de voir sur le plan administratif et ou judiciaire ce qui peut être fait, en lien avec donc, les responsables qui auront été situés. En lien avec les manifestations scolaires, le lycée Philippe Zenda Kabouré reste fermé, mais les élèves en classe d'examen pourront bientôt reprendre le chemin des classes, rassure le gouvernement. Et donc, à partir du moment où il n'est même pas fonctionnel, donc nous avons réfléchi à l'effet de permettre aux élèves de classe d'examen de pouvoir donc sur les, on va dire les 2-3 semaines qui restent avant la clôture de l'année scolaire, pouvoir donc poursuivre leurs activités pédagogiques afin de passer donc les examens dans les mêmes conditions que les autres. Et donc au niveau du lycée municipal Paspanga, donc il y a une partie des élèves qui va se retrouver à ce niveau du lycée Philippe Zenda Kabouré en classe d'examen. Et une autre partie se retrouvera au lycée municipal, lycée Bambata, mais un communiqué donc du ministère en charge de l'éducation viendra préciser cette répartition pour que dès lundi, donc ce travail puisse se faire. En ce qui concerne le lycée Nelson Mandela, les élèves en classe intermédiaire ou d'examen pourront reprendre les cours dès le 31 mai prochain, foi du ministre Stanislas Waro. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil acte l'adhésion du Burkina Faso à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Il s'agit donc, par cette autorisation d'adhésion, de faire en sorte que notre pays puisse apporter une réponse à la question des garanties souveraines demandées par les investisseurs pour réaliser donc des investissements dans notre pays. Vous savez très bien que pour les investissements directs étrangers ou tout autre type d'investissement, il est important et il est de coutume que l'État souvent apporte des garanties souveraines à la bonne réalisation de ces projets d'investissement. Cette agence, donc, le Burkina Faso en y adhérant, donc en participant à son capital, pourra naturellement donc créer des conditions tout à fait favorables à l'augmentation et à l'assurance pour ces investisseurs. Au compte du même département, des décrets portant ouverture de consulats honoraires et de nomination de consuls honoraires au Nigeria, en Sierra Leone et en Guinée-Conakry. Au titre du ministère de la fonction publique, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets, l'un portant régime juridique applicable aux emplois des contrôleurs d'État, d'assistants de vérification et d'enquêteurs de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, un décret qui confère à l'ASCELC des moyens juridiques efficaces pour mener à bien sa mission. Le second décret nomme 30 membres titulaires au Haut Conseil du dialogue social.
Dans l'actualité ce soir, les assises nationales sur le référentiel national de développement ont refermé leurs portes ce 26 mai à Ouagadougou. Au nombre des recommandations, il y a le renforcement de la coopération civilo-militaire et la dynamisation des secteurs clés de l'économie. Toutes les recommandations seront prises en compte pour la finalisation du RND. Adama Giti, Abdelaziz Yagibou. Le premier bain du projet de nouveau référentiel national de développement a été donné avec beaucoup de soins apportés par les composantes socio-économiques, politiques et culturelles du Burkina. À l'aide d'indicateurs clés de performance et à la lumière des leçons tirées du PNDS, 5 commissions mises sur pied ont passé au crible le contenu et la forme de ce nouveau document de développement. Les appréciations et suggestions convergent vers l'expérimentation de financements innovants et le renforcement de la complicité civile FDS face à l'ennemi commun. Vous avez identifié des points à renforcer au niveau du diagnostic qui pourraient par ailleurs être étudiés par les statistiques. Vous avez aussi proposé l'ajustement de certaines des actions prioritaires identifiées dans le projet de document et avez apporté des précisions concernant les formulations et les cibles de quelques indicateurs de performance. Vous avez enfin formulé des recommandations dont la pertinence est évidente. Pour impulser le développement durable, le nouveau référentiel doit aussi, de l'avis des commissions, mettre un point d'honneur sur la digitalisation comme un levier fort, la valorisation du capital humain, la création d'emplois et la facilitation de création d'entreprises au profit des jeunes et des femmes. Il est aussi suggéré de mettre l'accent sur l'accès des populations aux services sociaux de base tels l'eau et l'assainissement, la relance des industries en souffrance et la relance du dialogue avec les partenaires sociaux. Au niveau de l'analyse des diagnostics, il y a des parties qui n'ont pas été bien approfondies et les débats au niveau des travaux ont fait des propositions de renforcement de ces parties-là, de sorte que les politiques sectorielles, les plans, les programmes qui vont venir n'aillent pas dans le décor. Je pense que si effectivement ce référentiel est appliqué par tout le monde, nous pourrons avoir quand même un début de solution à tous nos problèmes. Parce que s'il y a la démocratie, on peut développer le pays. Si le terrorisme est vaincu, on peut développer le pays. Ces assises qui s'achèvent sur une note de satisfaction marquent un premier bond vers l'appropriation et la finalisation du nouveau référentiel de développement. Et pour aller plus loin sur ce sujet, et comme annoncé, je reçois le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, M. Lassane Kabouré. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, en dehors de ce qui est sorti dans le reportage, qu'est-ce qu'on peut véritablement retenir comme conclusion de ces assises? Je voudrais vous remercier et dire que ce qu'on peut retenir comme conclusion majeure, c'est surtout l'approche donc participative qui a été beaucoup mise en œuvre. Vous savez que pour réussir la mise en œuvre de ce référentiel, il faut que nous puissions donc travailler en cohésion avec l'ensemble des acteurs. Et il faut retenir que essentiellement ce référentiel qui vient en complément bien sûr du PNDS va approfondir les axes liés à la sécurité et à la résilience. Donc c'est pourquoi un intervenant disait que si nous mettons ensemble, nous arrivons à vaincre la question sécuritaire, nous arrivons à travailler à approfondir la démocratie, nous pensons que ce différentiel apportera quelque chose au Burkina. Justement, quelles seront les particularités du RND par rapport à l'ancien référentiel, à savoir le PNDS? Il faut dire que les particularités de ce RND, c'est l'essentiel est mis sur les questions donc de résilience, de paix et de sécurité. C'est l'axe 1, parce que dans le PNDS, la question donc sécuritaire n'était pas un axe, c'était bien sûr un facteur de risque où il fallait atténuer à travers des actions de développement. Aujourd'hui, c'est un axe majeur qui est
mis en place en travers donc le premier axe pour apporter l'attention nécessaire montrant que bien sûr la sécurité constitue la clé de voûte pour asseoir notre développement. Donc il faut dire qu'il y a des aspects qui sont forts matérialisés à travers bien sûr l'axe lié à la sécurité. Et comment se fera la conjonction du RND avec le PNDS qui avait certainement des objectifs qui n'ont pas été atteints? Il faut dire que ce n'est qu'une suite logique, puisque lorsque nous avons fait le PNDS, il y a eu bien sûr un certain nombre d'objectifs que nous sommes fixés. Mais quand on fait l'évaluation, on est quand même satisfait puisque l'auto-évaluation montre qu'on est quand même à un niveau assez intéressant. L'objectif des taux, les indicateurs globaux, nous sommes à ce niveau de 73,7% quand même. Mais il faut dire qu'il y a eu certes des acquis, mais il y avait des insuffisances. C'est pourquoi ce nouveau référentiel va venir consolider donc les acquis du PNDS et permettre justement que nous puissions donc asseoir véritablement les bases pour un développement harmonieux du Burkina. Alors, on se rappelle que l'ancien référentiel, le PNDS, avait fait l'objet d'une table ronde à Paris pour la mobilisation des fonds. Est-ce qu'on doit s'attendre au même scénario pour le RND? Oui, il y aura naturellement, après ces assises nationales, il y aura tout un ensemble de démarches. Vous savez que les conclusions vont permettre donc à la Commission nationale de la planification du développement de se saisir. Donc cet avis technique va nous conduire naturellement à ce que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, convoque donc le comité d'orientation et de supervision, le COS, qui va donc valider. Et ce n'est qu'après ça que nous allons rentrer dans le dispositif d'adoption en Conseil des ministres. Mais naturellement, après tout, nous irons bien sûr vers la mobilisation des ressources. Nous pensons dans le 4e trimestre, mais vous êtes certainement conscient que le contexte Covid fait que le format ne peut pas être comme ce que nous avons fait pour le PNDS. Certainement, il y aura une table ronde, mais sous quel format? Est-ce que ça sera à Paris, ça sera où? Ça, c'est véritablement le déroulé qui va nous permettre donc d'affiner en fonction, bien sûr, des questions sanitaires liées à la Covid. Alors, et pour le PNDS, on parlait de 18 000 milliards. Qu'en est-il du RND? Le RND, le montant non stabilisé, parce que, comme je l'ai dit, il y a eu des amendements aujourd'hui, donc nous allons prendre en charge. Nous sommes pour un montant initial de 19 030 milliards de francs CFA. Et naturellement, avec les amendements, avec les propositions, nous pensons que d'ici là, nous pourrons donc stabiliser. Mais c'est pour dire que le montant, naturellement, serait supérieur au montant donc, du PNDS que nous avons eu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres étapes pour la finalisation du document final après justement ces assises nationales qui viennent de s'achever? Oui, les étapes qui vont venir, c'est essentiellement, comme je l'ai dit, après le CN, la Commission nationale pour la planification du développement. Nous aurons donc le Conseil d'orientation et de supervision, puis le Conseil des ministres. Et bien sûr, nous avons aussi transmis le même document au Conseil économique et social pour avoir leur avis. Et c'est l'ensemble de ces concertations, de ces avis qui vont nous permettre donc de finaliser le dossier pour aller bien sûr vers une large information des populations par rapport à leur appropriation et la mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre. Merci, Monsieur le ministre, pour ces éclairages donc sur le référentiel national de développement. Et dans la suite de ce journal, l'ambassade de France apporte un soutien pour un meilleur fonctionnement des écoles franco-arabes au Burkina Faso. Il s'agit d'un soutien financier de plus de 61 millions de francs CFA, matérialisé par une signature de convention hier à Ouagadougou. Des détails dans ce compte rendu de Konsun Koulibaly et Fousseni Kindo. Appuyer la formation des enseignants des écoles franco-arabes, c'est la destination de ce financement de la France pour le PREFA, le projet d'appui à l'enseignement franco-arabe. Cette signature de convention matérialise donc cet accompagnement qui va concerner les matières comme le français et les sciences. 61 millions de francs CFA, c'est donc le montant
qui va permettre à l'organisation d'activités dans ce sens. Pour la France, cette aide est essentielle pour les 2500 écoles franco-arabes du Burkina Faso. Un enjeu principal pour les gouvernants, c'est de faire société, de faire ensemble et de construire une société. C'est une construction permanente et on essaie d'apporter notre petite pierre ou petite contribution à ce que cette société progresse dans un sens positif et que justement tous ces jeunes qui sont dans un système d'enseignement franco-arabe n'aient pas l'impression à aucun moment de se sentir exclus, marginalisés, méprisés ou quoi que ce soit. Les franco-arabes représentent 60% des écoles primaires privées du Burkina Faso. Pour le ministre de l'Éducation nationale, ces écoles répondent aux aspirations socio-culturelles d'une frange importante de la population burkinabé. C'est dire que ce financement vient à point nommé pour le PREFA, le projet d'appui à l'enseignement franco-arabe au Burkina Faso. Oui, c'est un besoin important. Ces ressources vont servir à renforcer les capacités des enseignants et des encadreurs pédagogiques. Les encadreurs pédagogiques vont bénéficier, comme les enseignants, d'une formation continue, mais en plus de cette formation continue, nous allons également faire une formation sur le terrain, où les enseignants vont être encadrés par les inspecteurs et les conseils pédagogiques sur le terrain. Le PREFA conduit des activités depuis sa création pour l'amélioration, l'accès et l'équité, mais aussi conduit avec succès la réforme des écoles franco-arabes au Burkina Faso. Bientôt, la zone industrielle de Kossodo abritera une unité d'assemblage de matériel informatique et autres produits électroménagers. C'est un projet porté par Inoussa Savadgo, un opérateur économique burkinabé. Son ambition est de réduire la fracture numérique tout en créant des emplois. Les travaux lancés hier devront coûter 7 milliards 500 millions de francs CFA. Rocher Kam et Oumoussissi. Sur ce site de construction d'une usine, sortiront bientôt des ordinateurs et autres matériels informatiques et électroménagers made in Burkina Faso. Ainsi, le promoteur Inoussa Sawadogo passe de l'activité achat-vente à l'activité de production effective de matériel informatique. Pour cela, il a pour partenaire la firme chinoise Ayer. Je vais commencer avec les portables, puis les ordinateurs, après les frigos, télé, climatiseurs. Ce n'est pas le Burkina seul qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà du Burkina. Voilà. Et puis pour qu'on puisse avoir un transfert de technologie, pour qu'au moins on adapte aussi les ordinateurs aux réalités burkinabées. C'est vraiment un projet structurant qui va permettre de renforcer la transformation digitale dans notre pays en faisant en sorte qu'on ait accès aux ordinateurs et aux autres appareils à des coûts vraiment adaptés. Bien connu de l'État burkinabé, Inoussa Sawadogo est celui-là même qui exécute le projet, un étudiant et un ordinateur portable. Pour son projet, il bénéficie de nombreux avantages qu'offre le nouveau code des investissements. Pour démarrer son projet, il va bénéficier donc des avantages de plus de 300 millions de francs CFA. Durant la phase exploitation, lorsque l'usine sera construite et rentre donc en exploitation, sur 7 ans, il sera accompagné. Et il va bénéficier donc d'avantages de plus de 1 680 millions de nos francs CFA. Après avoir livré quelques machines, je ne doute pas de sa capacité, maintenant qu'il va produire sur place, à nous permettre de faire face à nos besoins. Nos besoins sont immenses et énormes, on ne peut pas continuer à dépendre de l'extérieur pour cela. Il est dans un créneau qui est hautement porteur. Un vaste marché pour Inoussa Sawadogo qui compte conquérir le marché africain. Le projet de l'usine d'assemblage de matériel informatique et d'équipements électroménagers a un coût global de 7 milliards 500 millions de francs CFA. En plus de contribuer à la réduction de la fracture numérique, ce projet, c'est 123 emplois directs créés et plus de 3000 emplois indirects selon le promoteur. Il est aussi un entrepreneur burkinabé, mais lui a décidé de se lancer dans la promotion immobilière. À travers sa société dénommée Castor Africa, le promoteur compte agir autrement dans le domaine de la promotion immobilière. Il s'engage aussi à accompagner le gouvernement burkinabé dans la réalisation des logements sociaux. Nous suivons le lancement de la nouvelle société dans ce reportage de Lassina Ouattara et Maïmouna Traori. Le groupe Castor Africa lance ainsi officiellement ses activités au Burkina Faso, avec comme domaine d'intervention le génie civil et les projets de développement durable. La société entend apporter des solutions aux problèmes de logement, d'infrastructures routières et de voirie.
L'un de ces projets phares est la construction de Espoir City, une cité de 349 hectares dans la commune de Lumbila avec 100 000 logements. Elle va ainsi accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du programme national de construction de logements. Le projet a été validé. Nous avons obtenu les autorisations de l'OTI. Nous avons obtenu l'autorisation sur l'étude d'impact environnemental. Donc nous sommes en phase de démarrer les travaux sur le terrain. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres, nous avons pris le temps d'avoir toute cette documentation avant de lancer ces projets. Nous voulons marquer la différence. Un logement de FD qui disent à 7 500 000, le prix est fixé à 7 500 000. C'est nous, ce type de logement est à 6 millions. Les logements à 7 500 000, c'est nous, est à F3. Le gouvernement félicite et encourage ce modèle de développement en matière de génie civil et de promotion immobilière. Nous sommes très nombreux au niveau du Burkina Faso à avoir besoin de maisons d'habitation, à avoir besoin de forages, à avoir besoin de routes. Et je pense qu'avec l'intervention de Castor Africa, nous allons parvenir un temps soit peu à pouvoir satisfaire ces besoins qui sont exprimés par les populations du Burkina Faso. Le groupe Castor Africa a prévu dans son programme la construction de 10 000 logements au profit de la diaspora burkinabé. Il entend étendre ses activités dans certains pays africains. Direction à présent Bagré dans le centre-est pour un constat sur les résultats de l'utilisation de nouvelles variétés de riz mises en place par les chercheurs de l'INERA. Les rendements à l'hectare varient entre 9 et 10 tonnes. Le ministre en charge de la recherche et celui en charge de l'agriculture sont allés constater les résultats sur le terrain et encourager les producteurs. Le point avec Hassan Gebré, Poli Abré et Tanga Kafandou. Le ministre en charge de l'agriculture et celui en charge de la recherche scientifique et de l'innovation sur la plaine risicole de Bagré où les producteurs expérimentent ici de nouvelles variétés de riz, Bitonkini, Mwifida et Nongsame. De nouvelles variétés, trouvailles de l'Institut national de recherche agricole INERA et dont le rendement à l'hectare varie entre 9 et 10 tonnes. Vous ne pouvez pas faire la production avec le souci de prendre en charge les préoccupations et les besoins de nos populations en ignorant ce qui se passe du côté de ceux qui, dans le secret souvent, sont en train de travailler pour faire en sorte qu'on ait des variétés améliorées, qu'on ait des semences améliorées qui puissent permettre effectivement aux producteurs d'avoir des raisons d'aller dans le sens de la production agricole. À Cambouensin, j'avais déjà visité les richesses en station et ici, on peut dire que c'est la recherche appliquée parce que c'est un travail directement avec le producteur sur le terrain qui montre vraiment les performances de ces différentes variétés. Donc pour nous, c'est de voir concrètement avec la richesse comment nous pouvons organiser, nous pouvons arriver à atteindre cet objectif de 1 million de tonnes de riz. L'expérimentation de ces nouvelles variétés de riz entre dans le cadre du projet CORIS, un projet mis en œuvre avec la collaboration de la GIZ. Et notre rôle ici, c'est de suivre les activités et comment ce projet CORIS se développe. Et on est très content d'avoir ce que se passe ici. La sortie a permis au chef de département de recueillir les préoccupations du terrain afin de mutualiser les efforts pour l'atteinte des objectifs du président du Faso, à savoir produire 1 million de tonnes de riz d'ici à l'horizon 2021. Suite à de notre feuilleton sur la commune de Bama dans les Hauts-Bassins, l'une des particularités de cette commune, c'est la présence des véhicules d'un autre âge qui servent de moyens de transport en commun. Ces véhicules, officiellement retirés de la circulation, constituent les taxis à Bama et ceux qui sont dans cette activité disent en tirer profit. Constat avec Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. De véritables épaves roulant. Rien qu'un assemblage de fer qui roule et qui transporte encore. Bienvenue à la découverte des Bama Taxi ou de ces 504 et 505 principaux moyens de transport en commun de la commune. Bon, le matin jusqu'au soir, parfois, tu peux gagner 15 000, 20 000. Oui, en allant en tout cas, ça marche.
Nous utilisons le gaz à la place du carburant parce que c'est rentable. Avec 6 000 francs de gasoil par exemple, je ne pouvais même pas faire un aller-retour Bama-Bobo. Mais avec une bouteille de gaz, je travaille toute la journée. En plus, on ne peut même plus avoir un moteur de gasoil pour nos vieux véhicules. On se débrouille avec des pièces de marques différentes pour pouvoir rouler. Sans phare, sans capot, sans le moindre confort à l'intérieur, ces véhicules sont aussi et surtout sans papier. Pour les mettre en marche, pas besoin de démarreur. Ces fils qui pendent font le boulot de l'allumage. Ici, l'état de ces 504 préoccupe peu les usagers qui font chaque jour la navette Bama-Bobo. Le nombre de places n'est pas limité. Le coffre et le toit accueillent également des passagers en plus des marchandises. Avec les Bama Taxi, le transport est moins cher. Si tu négocies, tu peux payer moins de 500 francs CFA. Et avec eux, tu peux transporter beaucoup de marchandises. Bon, tu peux aller acheter ça, il n'y a pas de papier. Donc tu vas te vendre ça là même. Bon, si ce n'est pas de son père, il a mouru laissé, donc les papiers là c'est compliqué quoi. Les Bama Taxi. Et pour satisfaire nous aussi notre curiosité, nous prenons place dans ce véhicule du jeune Boubacar qui nous raconte son quotidien, ici à la recherche de quoi se prendre en charge. Pour un aller-retour Bama-Bobo du Lasso, je prends 500 francs par client. Mais si le client a de la marchandise à transporter, il ajoute 500 francs. Par jour, je peux avoir une dizaine de clients. Avant, ça marchait, mais plus maintenant. Comme lui, ils sont nombreux à tirer leur pitance quotidienne dans la conduite de ces Bama Taxi, même si pour la plupart d'entre ces jeunes disent le faire par nécessité. Un taxi ici nourrit au moins 4 personnes. Chaque chauffeur a 3 apprentis. Et ce n'est pas tout. Chacun a une famille qui compte sur lui. Moi, j'ai 3 femmes et des enfants. Je vis de mon taxi. Si j'arrête de travailler aujourd'hui, qu'est-ce que ma famille va devenir? Il n'y a pas d'usine pour nous embaucher ici à Bama. Aujourd'hui encore à Bama, une soixantaine de ces 504 et 505 d'un autre âge circulent, alors qu'ils sont officiellement retirés de la circulation. Les Bama Taxis sont même très sollicités malgré la présence d'autres moyens de transport dans la commune. Et loin des taxis d'une autre époque, Bama vous attend pour des excursions au niveau de ce site touristique. Ce soir, nous vous présentons 2 sites touristiques que sont la mare aux hippopotames et le bosquet sacré de Bama. Après les visites des sites hôteliers vous attendent avec un cadre idéal pour le repos et la restauration. Visite guidée avec Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. La mare aux hippopotames. Un des sites touristiques les plus importants de Bama dans les hauts bassins. Ici, la principale attraction, ce sont ces pachydermes. Pour voir à quoi ils ressemblent, nous embarquons dans ces pirogues de fortune pour quelques mètres de navigation. Une belle vue devant nous, mais nous n'irons pas plus loin, car le moindre faux pas pourrait être dangereux pour l'équipe de reportage, nous disent ces guides pêcheurs. À Bama, cette mare aux hippopotames est sacrée et reçoit régulièrement la visite de touristes, nous confie Philippe Kienou, l'un des riverains. Mon père était pêcheur et j'ai grandi dans sa pirogue. Aujourd'hui, la pêche ne marche plus. Nous, les pêcheurs, servons donc pour la plupart de notre temps comme guide aux touristes qui visitent régulièrement nos hippopotames sacrés. Bama, c'est aussi ce bosquet sacré. Un lieu de rituel où le crocodile est roi, il est même l'emblème de la localité. Le premier qui est venu s'installer à Bama, c'est par là il a connu et il est venu en ce temps, il y avait un peu d'eau ici. Et c'est au niveau de ce coin-là aussi qu'il faisait sa chasse. De la chasse maintenant avant qu'il venait se coucher au niveau du village. Parce que bon, au niveau de ce bosquet-là, avant il y a 3 puits même là-bas. Donc comme il y a 3 quartiers aussi à Bama, ces 3 puits-là,
Avant, c'est dans ces puits-là que toutes les femmes-là venaient piger pour faire la cuisine et faire le lavage des linges et consorts. Et comme site touristique rime avec hôtellerie, cet autre pan de la culture de Bama commence à se développer. Ici, la Casa Verde, à l'entrée de la ville, offre des logements et des espaces de loisirs. Actuellement, Casa Verde a une capacité d'hébergement de 20 chambres. Bon, 20 chambres, ce n'est pas 20 personnes parce qu'il y a des chambres où on peut héberger des chambres qui peuvent prendre jusqu'à 2 ou 3 personnes. Voilà, pour des cas exceptionnels. De la restauration. Bon, donc, principalement, nos menus sont basés sur un peu les mets nationaux. Voilà, genre les riz soumbala, avec les poulets flambés, avec les gnoncons, puis les faros, bon, et puis bien d'autres mets. Site touristique, hôtellerie, le tout dans un climat modéré au paysage verdoyant. Bama se positionne aujourd'hui comme une destination de découverte à fort potentiel. Autre point de l'actualité, ici dans la capitale, le projet dénommé Porter la voix des communautés a fait l'objet d'un atelier de plaidoyer. À travers cette rencontre, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté a voulu faire connaître la stratégie du projet. Et c'est une stratégie basée sur le plaidoyer pour une meilleure résilience des populations des zones d'intervention que sont le Nord et le Sahel. Plus de précisions avec Césaire Carfo et Sanoua Christine Koulibaly. Ils sont élus nationaux pour les uns, représentants de l'administration publique et acteurs de la société civile pour les autres. Face à eux, des représentants des communautés du Nord et du Sahel. Un face-à-face orchestré par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, bras technique du projet Porter la voix des communautés. Un projet de plaidoyer pour une meilleure résilience des populations du Nord et du Sahel. Pour bien faire le plaidoyer, nous avons identifié les acteurs que nous estimons incontournables pour leur contribution au changement de la vie des communautés. Et nous avons rassemblé, nous avons invité ces acteurs ici pour leur présenter le projet, la stratégie et le mémorandum de plaidoyer. Plaidoyer pour une mobilisation plus accrue et surtout pour une synergie d'action sur le front du combat pour un mieux-être de ces communautés. Mais aussi une pertinence de ces interventions, parce que si elles partent des besoins identifiés par ces communautés, elles ne peuvent être que plus pertinentes. Le but c'est aussi d'éviter d'avoir des décisions, des actions toutes faites et qui risquent de ne pas correspondent à ce que ces bénéficiaires attendent. Le projet Porter la voix des communautés est l'une des composantes du projet renforcer la résilience des communautés transfrontalières face aux conflits et à la violence armée dans le Liptako-Gourma. Un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le Conseil danois pour les réfugiés. Le lauréat du Super Galien édition 2020, Tigachek Sawadogo, est entré en possession des clés de sa villa ce 26 mai. C'est un bâtiment de type F3 économique d'une valeur estimée à 20 millions de francs CFA. La villa est un don de la société immobilière à PNBF qui accompagne le ministère de la Communication dans l'organisation des prix Galien. Nous suivons la remise avec Rasmani Zundi et Draman Guéné. Chose promise, chose due. Les clés de la villa économique F3 remises publiquement au Super Galien 2020, ici dans les cités de Basenko. Et la coupure du ruban qui confirme la propriété de la villa à notre confrère du Faso.net d'alors. Les portes ouvertes, ce sont les premiers pas de chèque dans sa villa de Super Galien. Arriver à avoir une maison à l'issue d'un concours aussi sélectif qu'est le Galien, voilà, ça renforce davantage ma joie. De reconnaissance également à l'endroit du ministère et également reconnaissance à l'endroit de cette entreprise-là qui accompagne le ministère dans cette quête de l'excellence qu'est PNBF. Également un sentiment de reconnaissance à l'endroit du docteur Syriac Paré et des éditions Le Faso.net. C'est une villa de 20 millions de francs CFA bâtie sur un terrain de 204 mètres carrés offerte par la société immobilière PNBF. Le partenaire est à sa deuxième expérience avec le ministère de la Communication, promoteur des prix Galien.
Partenaire officiel du prix concours Prix Galian des 2 dernières années, la société PNBF nous a accompagnés en offrant à chacune de ces éditions une somptueuse villa. Permettez-moi de traduire au nom du ministre de la Communication toute la reconnaissance du ministère pour cet engagement en faveur du Super Galian. L'aventure s'est très bien passée la première fois avec M. Sama. Le PDG qui est ici présent a pris donc l'engagement d'accompagner l'édition qui suivait. Et peut-être si le plaidoyer est bien fait, peut-être qu'on pourra encore aider la partie à la prochaine édition. Mais voilà, nous avons souhaité que les prix Galian soient beaucoup plus renforcés en termes d'image, en termes de visibilité, en termes d'animation. Parce que c'est un Galian qui dure une année. Et il ne faudrait pas donc que ce Galian se limite uniquement à la cérémonie de remise et à la cérémonie de la fête, en fait, la célébration. C'était le 23 octobre dernier, notre confrère Tiga Cheikh Sawadogo est déclaré vainqueur de la 23e édition des prix Galian. Il est le 3e Super Galian à bénéficier d'une villa. Actualité à l'étranger, au Mali, le président et le premier ministre de la transition ont démissionné ce mercredi. Une démission qui intervient après le nouveau coup d'État militaire. Et pendant ce temps, la CEDEAO est dans la dynamique de trouver une réponse à la crise à travers son médiateur Goodluck Jonathan, arrivé hier soir dans la capitale Bamako. Ils avaient été démis de leurs fonctions par le vice-président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta. Ce mercredi, le président Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane ont officiellement pris acte de cette décision en annonçant leur démission. C'est ce qui ressort des négociations en cours à Kati pour leur libération et la formation d'un nouveau gouvernement. Une délégation de la CEDEAO s'est rendue dans le camp militaire où les 2 hommes sont retenus depuis lundi pour rencontrer les membres de la transition. Pour le colonel Assimi Goïta, les 2 hommes ont été arrêtés pour préserver le Mali et les intérêts du peuple. Il a aussi indiqué que le calendrier électoral serait suivi comme prévu en 2022. Selon plusieurs sources, une délégation du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques aurait rejoint Kati pour des discussions. L'Union africaine, la CEDEAO, appelle à la libération des 2 hommes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé dans un tweet au calme et à la libération inconditionnelle de Bandao et Mokhtar Ouane. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Ne zappez pas puisque je vous retrouve dans quelques minutes pour le compte rendu du Conseil des ministres. Merci de votre fidélité à la RTB.